Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Meilleux. José, vous m'avez fait très Doc. Parce qu'on placote ensemble avant de commencer l'émission. Là, je dis, hey, on rentre en onde. Ah! On perd la notion du temps. Catherine, écoute, je m'en suis confié. En plus, si vous perdez mon nom, ça va... Écoute, je viens tout juste de parler à Catherine. Bon, OK, José, j'arrive. Écoute, c'est ça, c'est moi. C'est correct, c'est correct. Ben, écoute, si tu l'avais pas dit, moi, j'étais complètement... J'avais perdu la notion du temps. Là, j'étais tout dans mes pensées. Ben, c'est moi. Ouais. Puis je t'ai prévenu, jadis naguère. Ben, c'est correct. Ça m'a fait rire, c'est tout. C'était comme une belle réaction spontanée. Là. Ouais. Vous étiez... Hey, juste avant qu'on aborde notre sujet du jour. J'aime ça réfléchir à des choses. Ben, j'aime ça penser, me perdre dans mes pensées. Une chance que vous faites ça. C'est pour ça que vous êtes capable de faire votre travail. J'aime ça beaucoup. On parle-tu de Justin Trudeau? Juste avant, là, parce que c'est pas ça notre sujet, pas en tout, mais j'ai tellement pensé à vous. On a déjà eu une discussion sur les hommes et même les femmes de haut niveau qui pleurent, là. Tu sais, comme on en a vu une ministre à un moment donné qui a pleuré les stéréos. Si on les appelait les émotifs, respectueusement. Non, mais des personnes très émotives. Dans certains cas, moi, j'argumentais, je m'en rappelle, là, puis je me disais, ils ont le droit des émotions pareilles. Mais Justin Trudeau, hier, là, j'ai eu un malaise, vraiment. Bon. Puis là, je pensais à vous, parce que, tu sais, une petite larme qui coule, les yeux pleins d'eau. OK. Mais là, c'est la mort d'un chanteur d'un groupe canadien, là, Tragically Hip. Puis, mes sympathies, je comprends. Mais l'avez-vous vu? Oui. Vraiment, ça m'a... je me disais, Donald Trump qui le regarde, je sais pas comment il trouve ça, mais c'était quelque chose. José, est-ce que je pourrais être opportuniste et t'utiliser? Si tu le veux, tu as mentionné que ça a provoqué en toi un malaise. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton malaise face à ça? Ben, je trouvais que ça faisait pas homme d'État, que ça faisait... Bon. Je le trouvais très, très vulnérable. OK, très vulnérable. Pas en contrôle, pas viril. Pas masculin. Oui, pas masculin. Ou pas masculin ou pas adulte. Ça aurait été une femme qui aurait eu la même réaction? Ben, c'était trop. Tu sais, je veux pas faire de politique, là, mais à la limite, pleure de même quand on a... du terrorisme puis qu'il y a des Canadiens qui se font tuer là, à l'extérieur, à l'étranger. Là. Ouais. C'est la limite. Là. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire malaise parce que un peu insécurisant? Oui, ça faisait pas. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Oui. Parce que le malaise que tu as ressenti est important. Tu as eu un malaise, maintenant, c'est pas facile de l'articuler dans ses composantes et dans ses causes. Maintenant, le malaise, tu l'as eu. Et José, t'es pas la seule à avoir eu ce malaise-là. Bon. Puis souvent, je portais à me porter à la défense de certaines personnes qui peuvent être émotives. Là, Mais là, c'est parce que je sais pas, je me suis dit, en temps de guerre, ça serait quoi, là? Ou en temps... Bon. Ça reflète quoi comme personnalité, là? À la limite, là, braille chez vous. OK? Sors de ta peine. Puis après ça, arrive dans ton poste, puis... L'individu a été élu pour prendre des décisions importantes pour notre collectivité. Il est en train de démontrer qu'il a une émotivité élevée qui vient nécessairement diminuer sa raison, son côté rationnel. Parce que tu peux pas être très émotif et très rationnel en même temps. C'est incompatible. C'est comme une balance. Quand il y en a un qui monte, l'autre va baisser. Alors, lorsque tu es en larmes, tu n'es pas dans une position de prendre des décisions importantes. Rationnel. Ouais. Puis il y a un autre niveau aussi qui m'a... Parce qu'il y a ça, puis après ça, je me suis dit, bon, on s'entend que lui, il était professeur de théâtre. Oui. Est-ce que c'est une façon de donner une image de lui pour aller plaire à une certaine catégorie de la population qui s'appelle femme? Ben là, tu es en train de dire, José, en disant ça, je comprends que tu traites Justin Trudeau d'hypocrite.
de manipulateur. C'est mon malaise. C'est que je ne le savais pas comment l'interpréter. Il joue-tu une game ou bien il est vulnérable à ce point-là? Puis un comme l'autre, ça me dérange. Bon, OK. Alors, qu'il soit hypocrite ou peu adulte, c'est-à-dire avec une émotivité trop marquée pour le poste qu'il occupe, les deux te dérangent. Oui. Est-ce que... C'est en plein ça. Merci. Merci pour l'exercice. En tout cas, je ne sais pas si les auditeurs apprécient l'exercice, mais il arrive à l'occasion que nous nous utilisions pour mieux comprendre des comportements humains. À un moment donné, on pourra revenir puis traiter le sujet de front, là. Tu sais, lui, si c'était un chef d'entreprise qui était comme ça, si c'était... tu sais, ça veut quoi je comparais? Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, voir si... c'est comme si le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, arrivait de même en point de presse puis pleurait comme ça avec la mort de Paul Piché, par exemple, ou d'Anne Bigra. Ouais. On verrait pas ça. Hein, en tout cas. C'est-à-dire, ça créerait un gros malaise. Qu'il est important. Alors, lorsqu'on a un malaise, puis on vient un peu de faire un début d'exercice, modestement dit, où on essaie de mettre des mots sur un malaise. Ouais. Puis... Un malaise, c'est une réaction intérieure qui est motivée par différentes sources. Puis j'irais plus loin parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'était son ami, il était proche. Bon, ça, jusqu'à quel point, on le sait pas. Mais s'il est affecté comme ça, prends une journée de congé. Puis tu reviendras quand tu vas être prêt, psychologiquement et mentalement. Conséquence de ce qui a été articulé comme malaise, un sentiment, une vague d'insécurité chez un pourcentage de la collectivité. Oh, chers amis, ça commence à nous interpeller. Alors, Justin Trudeau, par ses comportements, insécurise un pourcentage de la collectivité canadienne. Si Verbatim aurait avantage à prendre notre extrait, l'exercice auquel on vient de se livrer, et l'envoyer au chef de cabinet de Justin Trudeau pour fin de réflexion de Justin et de ses principaux collaborateurs. Écoute, on lui charge rien. Je sais pas comment sa conjointe trouve ça aussi. En tout cas, c'est un autre sujet, là. Mais... Je n'ai pas dit de l'envoyer à Sophie. Parce que c'est en tant que chef d'État que tu as ressenti un malaise. Ce n'est pas en tant que conjoint de Sophie. Ça, on s'en maudit comme dans l'an 40. Non, mais moi, je pense à ça. Moi, c'était mon conjoint comme chef d'entreprise ou comme chef d'État qui agissait de même. Oui, subsidiairement. Mais ton premier malaise... Oui, c'était comme chef d'État. C'est notre premier ministre. Et qu'on soit fédéraliste ou pas, ça n'a pas d'importance ici, là. C'est le premier ministre du Canada, qui est une grosse collectivité. On est quand même 33 millions, là. 33, ou en tout cas autour de ça, là. On est une trentaine de millions au Canada. C'est beaucoup de monde. Et ces images-là, oui, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. En tout cas, je voulais aborder là, ce thème-là avec vous rapidement. C'est rare que son cabinet va recevoir un extrait gratuit, un conseil gratuit, gracieusement fourni. Vous ne chargez même pas. Vous venez de perdre 300 pièces de l'heure, là. On ne lui charge strictement rien. C'est un conseil gracieux. C'est rare que ça arrive, un conseil gracieux et non motivé ou sans intérêt. Écoute, on n'y a un ni l'autre, on a l'intention de faire de la politique. On se lance pas on supporte pas le Parti libéral, pas plus qu'un autre parti. Je connais pas tes allégeances politiques. Barack Obama, il pleurait beaucoup, lui aussi. Puis Justin Trudeau, il a de l'air à copier pas mal Barack Obama. Tu sais, je verrais pas Donald Trump pleurer à mort de Bono, là. Tu sais, le chanteur de YouTube. Hier, Donald Trump s'est fait traiter d'exactement l'inverse, d'avoir un cœur de pierre. C'est dans l'actualité de ce matin. En temps de guerre, qu'est-ce qu'on choisit? OK. José. On va mettre le feu avant de partir de notre sujet. José, la question est extrêmement pertinente. En temps de guerre, qui on a choisi? Winston Churchill. On n'est pas allé chercher Madeleine. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Hein? Qui les Américains ont envoyé sur le théâtre européen? Pardon. Le général Patton.
le général Patton, il n'avait pas trop l'habitude de pleurer. Puis le vieux Winston aussi. Doc, il est déjà 9h40. Ouf. On s'en va où, matin? On est rendu avec On Winston s'en va à la Churchill. pause. On s'en va à la pause, ça, c'est sûr. Et je vais quand même annoncer notre sujet du jour, puis on va pouvoir y plonger là, totalement au retour de la pause. C'est une chose, on n'est pas loin. Oui? Non? Oui, il y a un lien. On Il y n'est a un pas lien loin, à faire. cher. Il y a un lien à faire. Avez-vous Les déjà... émotifs peuvent être dangereux. Avez-vous déjà vécu des périodes d'incrédulité, de déni? On vous donne un exemple. Là. Admettons que quelqu'un bien connu à la télé qui, plein de révélations sortent à son sujet, d'allégations, d'inconduite sexuelle, d'harcèlement sexuel. Puis là, dans votre tête, ça se peut pas. Là. Ça se peut pas, c'est un complot. Je suis avec toi, je t'aime. Ça se peut pas, là. Bon, ça, c'est de l'incrédulité. Ou encore, vous êtes la mère, votre fille arrive, mais ton nouveau chum, il m'a taponné les seins. Hey, maudite menteuse! Ça aussi. C'est du déni, de l'incrédulité? Par la vitesse de la réaction, on peut soupçonner un mécanisme de défense inconscient qui s'appelle le déni ou le phénomène de négation. C'est synonyme-là. On va expliquer Négation, tantôt les déni. deux. L'incrédulité, on va vraiment vous laisser la place pour faire la différence, mais ce matin, on est là-dedans. Pour vous donner des exemples, j'ai aussi devant moi des commentaires que des gens ont laissés sur la page Facebook d'Éric Salvaille et sur la page Facebook de Gilbert Rozon. On va être pas mal dans le thème, mais on élargit ça, évidemment, à votre vie, à vous. Là. Oui. Avez-vous déjà, pas là que quelqu'un ne vous a pas cru, c'est pas ça, là. Là, on parle de ceux et celles qui n'ont pas cru. Là, on veut pas « ma mère m'a pas cru ce matin ». On veut la mère qui n'a pas cru. On va là-bas. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou Et José. José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, évidemment, dans l'émission, on ne peut pas passer encore une fois sous silence. Là, c'est deux bombes. Là, c'est l'expression qui est utilisée partout, mais c'est vraiment ça que ça a eu l'effet, une bombe médiatique. Les gens ont réagi là, et émotionnellement fâchés ou encore déçus ou encore dans le déni ou dans l'incrédulité face à ce qui est les révélations concernant Éric Salvaille. Et on en a parlé hier. Et là, il y a celle de Gilbert Rozon, dossier du 98.5 Cogeco et Le Devoir. 9 femmes qui racontent avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles, dont Pénélope McQuaid, Salomé Corbeau, Lynn Charlebois. Certaines étaient même mineures à l'âge de 14 ans. Suite à ça, en plus, Gilbert Rozon, c'était déjà sorti dans le passé. Pas besoin de tout refaire l'actualité. Ceux qui écoutent l'émission, vous le savez. Sur la page de, d'Éric Salvaille, à la limite, je vais en lire, là. Mais sur la page de Gilbert Rozon, que c'est triste, tous ces ragots, dit Francine. Faut pas mêler tout dans le même sac, ça me chagrine beaucoup. On vit dans un drôle de monde. J'aime beaucoup Joël et Éric et même Gilbert, ils nous font rire. Alors revenez vite. Nathalie, Gilbert Rozon, je suis de tout cœur avec toi. J'espère que tu reviendras vite, reprendre ta place. Je ne crois pas à ces allégations. Encore des conneries pour toucher de la thune, comme avec l'affaire Weinstein. Je pourrais continuer comme ça, là. C'est sur la page d'Éric Salvaille, là. Oui, attends un petit peu. Juste une parenthèse. Chères auditrices, Oui, prenez en note que Gilbert Rozon s'est reconnu coupable en 1999 d'agression sexuelle sur une jeune femme de 20 ans dans une chambre du manoir Rouville. exact. Alors, Ça oubliez pas avait ça. été là. tellement médiatisé, je peux pas croire qu'ils sont pas au courant, là. Il s'est reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une femme de 20 ans dans une chambre d'hôtel. Il s'est reconnu coupable. J'en dis pas plus. Oui. OK? Puis, il y en a un, là, un gars, là, entre autres, là, lui, que c'est triste de lire tous ces commentaires qui condamnent Gilbert juste sur des dires, en tout cas, bref. Concernant, on peut-tu dire, parce qu'Olivier, recherchiste de l'émission, il a vraiment fouillé tout ça, on peut-tu dire que c'est majoritairement femmes, les commentaires d'appui?
C'est 80 mettons, aux alentours d'eux, là. Ça aussi, il va falloir que vous m'expliquiez ça. Ce n'est pas sans raison que je me suis adressé aux auditrices. Je sais. Puis je vous ai pas contredit. J'ai juste dit qu'il y en avait un homme féminisé qui avait écrit. Là, c'est moi qui dis ça. Je ne savais pas la donnée statistique des commentaires auxquels tu viens de référer. Je l'ai présumé et je me suis pas trompé. Ouais. Hey, Il m'arrive de me tromper. Je ne veux pas dire que je me trompe jamais, là. Mais là-dessus... Puis je Éric connais un peu la Salvaille, nature là, humaine, regarde, oui. juste pour finir là-dessus, Oui. là. Une chance que j'ai enregistré toutes tes émissions. Je vais pouvoir te regarder en attendant ton retour. Ensuite, je suis avec toi, peu importe. J'en connais qui ont fait pire. Tu as tout mon soutien. Je suis en maudit que des gens veulent te nuire comme ça. C'est capoté, Doc. C'est capoté. C'est ça qui a fait en sorte que je voulais qu'on aborde le sujet du déni aujourd'hui. Vous amenez aussi la notion d'incrédulité. C'est ça. Alors, expliquez-nous tout d'abord, c'est quoi vraiment la différence entre les deux? Le déni, c'est un mécanisme de défense inconscient. Et automatiquement, la personne, pour ses raisons à elle, va se protéger d'une réalité en la niant. Non. Ça n'existe pas. Ça, le déni, c'est pas vrai. Là, on l'entend T'es une menteuse. Quand il y a un L'exemple? décès, là, on dit dans les étapes du deuil, là, il y a le déni. Ouf, non, c'est pas le... Non. Non, la personne est morte, là. Tu sais, les êtres humains sont pas si innocents que ça, là. Okay. Oui, il y en a une couple qui peuvent être innocents, mais pas... Okay. Non. Okay. Non, le déni de la mort, là. Non, difficulté à accepter. Difficulté à accepter que l'autre est mort. Sentir sa présence. Sentir comme s'il était encore en vie. Ben oui. Mais c'est pas du déni nécessairement. Ben, je voulais l'amener parce qu'on l'entend tout le temps, ce mot-là, dans ce contexte-là. Oui. Ben écoute. Les pleureuses, on y reviendra à ça. Les pleureuses. Parce que, et je le dis respectueusement, chez les Grecs, par exemple, on payait des femmes pour pleurer. On les appelait les pleureuses. Alors, il y a plusieurs civilisations où il y avait des femmes qui pleuraient les morts. Elles étaient payées pour ça. Elles étaient payées pour pleurer. On les appelait les pleureuses. Bon. Il n'y avait pas de pleureurs, soit dit en passant. Alors, le déni, c'est un mécanisme de défense qui échappe à la conscience de la personne. Elle ne sait pas pourquoi elle prend cette position-là. Un exemple concret. Tu l'as donné tout à l'heure. La jeune fille de 13 ans, ton chum, mon beau-père, m'a pris les seins. Il est entré dans les toilettes, puis j'étais toute nue. Puis il l'a fait par exprès pour me voir nue. T'es une petite menteuse, puis c'est de ta faute. Oui. Automatiquement. T'es une maudite menteuse, puis il crisse une claque en plein visage. Et je n'exagère pas. Mais ça, c'est l'inconscient. Bon, alors, phénomène, oui. Parce que la situation l'indispose à un point tel que son coco ne peut pas prendre la réalité. Son psychisme n'est pas capable de prendre la réalité. Juste pour aller plus loin là-dedans, là, oui. Ça se peut-tu que ce soit une bonne personne équilibrée qui réagisse comme ça? Là? Non. OK, bon. Non. OK. Mais les bonnes personnes équilibrées, c'est moins de 20 c'est 19 selon Alex Layton, pas selon Mayou. À des degrés différents, 80 de la population est déséquilibrée. On y reviendra plus tard là-dessus. Alors, ça, c'est le phénomène de déni ou de négation. C'est un mécanisme de défense inconscient qui échappe à la personne. Les raisons lui échappent. OK? L'incrédulité. Il y a des personnes qui sont incrédules. Non, j'arrive pas à y croire. Pour toutes sortes de raisons. Ça, c'est-tu par protection? Ça peut. Ça peut. Je le crois pas qu'il est infidèle, parce que je le crois, il faudrait que je saque mon gant. Alors, la personne est incrédule. On continue. Il y a d'autres mécanismes. J'en ai trouvé d'autres à réfléchir. L'autre, c'est la méfiance. Il y a un complot. Un complot contre Éric Salvaille, puis un complot. Et le complot contre Gilbert Rozon, c'est parce qu'il y a de l'argent. Tu comprends? Oui. Alors là, il y a une méfiance face à la nouvelle, face à la réalité. Et là, la mère pourrait dire à sa fille, « Espèce de petite cochonne, qu'est-ce que t'as fait? » Et ça, je l'ai entendu. OK, on met ça sur la faute. Oui. On enlève la faute à l'agresseur pour la mettre sur la victime. C'est toi. Qu'est-ce que t'as fait encore? Hey, ben Gilbert Rozon, je l'ai pas devant moi, mais Gilbert Rozon, là,
C'est dans le journal, en tout cas, il remet ça sur la faute d'une des victimes. C'est elle qui est venue dans ma chambre. C'est moi la victime. Il a dit ça. C'est à la presse lundi. C'est moi la victime. José, c'est fréquent. C'est fréquent. Écoute, à peu près la vaste majorité des pédophiles, des prédateurs sexuels que j'ai évalués, pas tous, mais beaucoup, ben là, si vous saviez, docteur, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite 8 ans? Ben, si vous l'aviez vu, comment elle s'assoyait? 8 ans. Oui. Fait que c'est lui la victime. Oui. Bon. Autre réaction, quatrième réaction possible, José. Oui. La liste s'allonge, puis les auditeurs pourraient compléter. L'indifférence. Je m'en maudis comme dans l'an 40. Alors, il y a un pourcentage de notre collectivité, C'est pas mieux. face à cette bombe médiatique, qui sont dans l'indifférence la plus totale aujourd'hui. Non, mais que la petite fille vienne voir sa mère pour se plaindre, puis que sa mère soit indifférente, ça doit être terrible. Fréquent. Lève les épaules. Oh, est-ce que je peux te faire une confidence? Ben oui, j'aime ça, des confidences. Bon. Alors, la jeune fille révèle à sa mère qu'elle est abusée. Ben, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en campagne. La mère qui répond ça? Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. C'est quoi? Faudrait-tu construire plus de prisons pour qu'il y ait plus... Je sais pas. C'est parce qu'il manque de place que toutes ces non. femmes-là sont en liberté? C'est que le pouvoir immédiat chez les femmes n'est pas culturellement encouragé au Québec. Alors, le pouvoir immédiat qui permet la réaction rapide ne fait pas partie de la culture canadienne-française. La canadienne-française n'a pas appris culturellement à se défendre dans les mesures de l'attaque ou de l'agression. D'où tous ces mécanismes-là. Oui. Doc, on va aller à la pause. Et au retour, on vous donne la place. Avez-vous déjà vécu des périodes comme ça, que ce soit face à un conjoint, face à l'annonce d'une nouvelle concernant quelqu'un que vous connaissez? Mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que si vous êtes capable d'appeler aujourd'hui, c'est que vous avez eu un réveil à un moment donné. C'est quoi qui s'est passé pour que là, vous réalisiez, là, je le vois comme il est, ou je la vois vraiment objectivement. C'est le temps de composer le numéro de téléphone. Je vais donner le numéro sans frais. Je sais que dans les publicités, dans les posts publicitaires, les numéros de téléphone sont toujours indiqués là, selon la station que vous nous écoutez dans le réseau Cogeco. Mais vous pouvez aussi, dès maintenant, composer le 1-877-670-9330. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On se lance aujourd'hui dans un exercice assez périlleux, je dirais. Ah oui? Si on voulait être certain d'avoir des lignes qui débordent, là, on pourrait dire « Racontez-nous la fois où on ne vous a pas cru ». Les lignes seraient pleines. Aujourd'hui, on veut faire place à ceux ou celles qui n'ont pas cru, qui étaient dans le déni, ne voulaient pas croire. Ça peut être un de leurs enfants, un de leurs parents, leur conjoint. C'est pas facile. Déjà de faire l'introspection, c'est pas évident, là. Puis parler des autres, c'est beaucoup plus facile que de parler de soi, là, si on s'entend. Mais ça serait très intéressant de vous entendre l'exprimer, tu sais, avec le recul, là. Comment vous expliquez que vous ayez réagi de cette façon-là? Puis savez-vous quoi? Il y en a que ça doit hanter même. Ben oui. Fait que le fait de le dire, ça doit être libérateur aussi. Oui. Donc, moi, je vous invite vraiment, servez-vous de notre tribune et libérez-vous, là. Puis on veut vous comprendre. Parce Exact. qu'on a besoin de comprendre votre comportement afin d'avancer. On veut avancer comme collectivité. C'est ça qui est le but de l'exercice. Fait que soyez sans crainte, vous ne serez pas engueulés. On veut vous entendre et essayer de vous comprendre. On a un auditeur, Oui. il dit
Mais où s'en va la société? Dans ma carrière de policier, j'en ai vu et entendu de la merde sur n'importe quoi ou presque que la société fait ou fait subir aux autres. Mais là, je suis totalement découragée. Mais si c'était arrivé à un de leurs proches, au Québec, jamais dans ma cour, la société est devenue malade puisque nous avons plus d'empathie pour les animaux que pour les humains. Ce n'est plus drôle. Hey, le policier, on se calme le pompon, là. C'est que la société, contrairement à votre discours apocalyptique, cher policier, la société évolue. Alors, ce qui est en train de se passer avec Gilbert Rozon et Éric Salvaille est un signe d'évolution sociétale. Alors, cher policier, où s'en va la société? Vers un état un peu amélioré. Ben, quand on lit les courriels des femmes qui font du déni ou de l'incrédulité, moi, je comprends le commentaire de Richard, puis je vais aller plus loin que ça. Le nombre de fois dans ma carrière où j'ai fait des émissions sur la violence conjugale, etc., puis que les policiers, ils reçoivent la plainte, vont sur place, puis la madame, non, c'est correct, elle est pleine de bleu. Ça doit être frustrant pour des policiers. Bon, oui, ceci étant dit, cher policier, comment vous expliquez que les deux professions où il y a le plus de batteurs de femmes seraient les policiers et les médecins? Alors, avant de venir nous présenter votre vision apocalyptique, pourriez-vous écouter et regarder autour de vous, chez vos camarades, chez vos collègues professionnels? Doc, essayez d'allumer un peu. Il a le droit à son commentaire pareil. Non, oui, non, c'est pas une question de droit. Puis c'est peut-être C'est ma aussi réaction. parce qu'il l'a vu parmi ses collègues qui peut s'exprimer comme ça. Non. Appelez-nous donc, on va jaser Oui, le temps qu'à appelez-nous. parler de vous puis que vous soyez pas là pour... Oui, appelez-nous, cher apocalyptique. Où s'en va la société? Vers un état meilleur, imaginez-vous donc. Non, mais... Parce que, cher policier, vous avez nié, il y en a plusieurs de vos camarades qui battaient leur conjointe. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez tourné le dos, vous avez tourné le regard. Et à vous, là, vous êtes médecin, vous en avez dans votre cours, là, des comme ça. Puis vous êtes capable aussi de parler de ce qui se passe. Oui. Bon, fait que peut-être que notre policier Richard peut faire la même chose. Ouais. Mais Doc, revenons là à quelque chose, moi comme femme, qui m'interpelle. Non, ils essaient de nous faire taire. Et ce que j'aime pas, c'est nous faire que souvent, taire. les policiers sont des agents de répression. Oui. Mais le danger, c'est qu'ils se prennent au sérieux et deviennent des agents de répression sociétale. Alors, tu vois le discours apocalyptique de ce cher Richard? Dangereux. Il est dangereux. Ben moi, je suis d'accord avec lui quand il dit c'est jamais dans ma cour, puis si c'était arrivé à un de leurs proches, est-ce qu'il réagirait pareil? Ça vient d'où? Moi, gars, je vais arriver à ma Quel question. est le pourcentage de policiers qui ont des agirs carrément incestueux avec leurs filles? L'émission, là, c'est pas pour ou contre les policiers. Là, aujourd'hui, on parle C'est d'incrédulité, vrai. on parle de déni. Qu'est-ce qui fait? Comment on explique que les femmes soient plus incrédules? Puis là, c'est moi qui le dis, parce que, je l'ai dit tantôt, sur la page d'Éric Salvaille, sur la page de Gilbert Rozon, c'est principalement des femmes. Pauvre petit gars, pauvre petit Éric, pauvre petit Gilbert, on est avec toi. Ça me gêne un peu, moi. Mais notre Richard... nous Doc, montre- laissez faire, Non, non, OK. Richard. Non, mais on parlait de déni. Alors, Richard, à son insu, est habité par un phénomène de déni qui est très, très, très répandu chez les femmes, mais aussi chez certains hommes. Je me tais là-dessus. OK? Je voulais juste mentionner qu'il n'était pas hors sujet. OK. Mais c'est pas lui qu'on aime, là. On veut C'est pas ça. l'avoir. Hein. Ben non, moi oui. Vous, non, mais c'est correct. Qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus incrédules? Et, possiblement, se livre à plus de déni, qui est un mécanisme de défense. Pourquoi? Mais là, je suis pas sûr des données statistiques. Moi, j'ai une question Oui. plus précise encore. Puis moi, là, je suis pas psychiatre. Moi, je me Oui. pose juste la question. On a vécu un phénomène cette semaine aussi assez spécial. Dans District 31, Nadine est morte. Eh boy. Le producteur a reçu quasiment des menaces. Le monde, là, c'était il y a même eu des nouvelles là-dessus dans les journaux, là. Tu sais, c'était- Oui, je les ai lus. Bon. Moi, je me sens un petit peu dans le même paquet, là. On est-tu seul? C'est-tu de la solitude? C'est-tu un vide pour s'attacher comme ça à un personnage de télé ou pour défendre l'indéfendable de la part de quelqu'un qu'on a dans notre télé tous les soirs? Vous riez, là, mais... On borde l'insignifiance. Il y a un pourcentage d'adultes au Québec qui sont
insignifiant. Eh oui. Mais ça cache quoi? L'insignifiance? Mais ça cache quoi? Un mal-être? Il y a un volet inné, un volet culturel à ça. Est-ce que notre culture est vraiment orientée vers l'épanouissement individuel? Non. Non. Comme on vous dire de quoi? Ceux qui regardent Walking Dead ou encore Game of Thrones aux États-Unis, s'il fallait qu'ils fassent une nouvelle, je sais quoi qu'il y en a un qui meurt. Il y aurait plus de place dans les bulletins de nouvelles, là. Oui. Alors, on a des particularités collectives qu'il est important de regarder, se poser la question, tu as raison, comment se fait-il que la mort d'un personnage dans un téléroman québécois affecte autant, là? Oui. Suscite des réactions là, vives. Mais c'est-tu le même phénomène, là? Là, c'est un personnage. Ils le connaissent pas, là, personnellement, Éric Salvaille, ni Gilbert Rozon. Bon, c'est là, il y a des victimes en plus, là. Tu fais le lien entre les deux, ben oui. Ben oui. Alors, comme individuellement, on peut se regarder, mais collectivement, écoute, on est toute une agglomération, nous autres, là, les Canadiens français. Puis on a nos particularités. On les a. Puis certaines sont souhaitables, d'autres le sont beaucoup moins. Entre autres, celle-là. Il y a un pourcentage de Canadiens français qui, ça vole pas haut. C'est au ras des marguerites. Mais oui, c'est un pourcentage de notre collectivité. Ils ont le droit d'exister. Puis ils ont le droit de s'exprimer. Même s'ils sont insignifiants. Quelqu'un, si on va dans la psychanalyse, là. Oui. Quelqu'un qui défend de même l'indéfendable, c'est-tu parce que lui aurait aimé être défendu, puis que là... Ça peut. Oui, effectivement. Il y a des individus qui vont prendre fait et cause parce que c'est dans le prolongement de leur carence. J'ai pas été défendu, on a abusé de moi, je vais défendre une cause. Ben oui. Ils n'ont pas créé de lien. Ce qui est important ici, là, un enfant qui a peu de liens avec ses parents va possiblement développer des liens avec un animal, un personnage de télé. Et lorsque ce lien-là est rupturé, il est en deuil parce qu'il a créé un lien important parce que il n'a jamais joui de ça avant. Les enfants qui ont été bien maternés, bien accompagnés dans leur développement, il n'y en a pas un qui va aller écrire des histoires, des réactions sur Nadine est morte. Non. Non. Ils vont regarder ça comme distraction. Puis ça fait partie... Puis là encore, mon questionnement. Oui. Puis j'aimerais ça, vous entendre, mais je sais que c'est pas un sujet facile, là. Mais moi, ce qui me interpelle, c'est que les femmes défendent Éric Salvaille, les femmes défendent Gilbert Rozon. Et c'est qui les victimes la plupart du temps? C'est les femmes qui sont victimes d'harcèlement, d'inconduite sexuelle, d'agression sexuelle. C'est les femmes qui mettent des moi aussi, des MeToo. Puis c'est eux autres qui s'en vont défendre. Je comprends pas. C'est quoi, là, les grosses statistiques, là? Moi, celle que je retiens, là, c'est que un psychologue, sexologue m'a déjà dit, c'est que si chaque femme qui a été victime d'agression sexuelle dans sa vie portait une clochette au cou, on s'entendrait plus parler, tellement ça ferait du bruit. C'est vrai. Fait qu'il y en a une maudite gang, là, qui ont subi ça dans leur vie. Oui. J'espère que vous n'êtes pas celle qui allait défendre Éric Salvaille puis Gilbert Rozon. Au moins une femme sur 3 a vécu une forme d'abus sexuel quelconque. Frottage, poignage de sein, agression plus violente, etc. Alors, comment expliquer que les femmes sont à ce point victimes, mais les premières à monter aux barricades pour défendre des abuseurs, des agresseurs? Expliquez-moi, là. Et on n'a pas eu un téléphone hier qui a été troublant? Ben moi, ça m'a beaucoup troublé. OK. On peut l'entendre? Non. non, mais j'ai dit, on peut t'entendre. OK, oui, je peux. Oui. C'est une auditrice. Je suis certaine que vous vous en souvenez, si vous étiez là hier, c'était marquant. Une auditrice qui appelle pour dire que l'âge de 6 ans, si mon souvenir est bon, son beau-père, dans le lit, il a fait des attouchements. Oui. C'était la première fois qu'elle en parlait. Ça aussi, ça m'a marqué. Elle aime tellement son beau-père. Puis en plus,
sa mère il a dit que quand il était jeune, son beau-père, lui aussi, il avait eu des attouchements sexuels. Et là, pourquoi elle n'en parle pas à sa mère? Parce qu'elle a peur qu'elle se sépare du beau-père, puis elle l'aime tellement, le beau-père. Pour moi, là, c'est impossible de comprendre une situation comme ça. C'est du déni. Oui, c'est un bel exemple. Parce que, pourquoi le mécanisme de défense inconscient, José? Pour la protéger d'une anxiété dévastatrice, consécutive au fait que sa mère l'a négligé et le seul qui s'en est occupé était le beau-père. D'ailleurs, l'abus sexuel est survenu pendant le voyage dans le sud de sa génitrice. J'ai pas dit sa mère, j'ai dit sa génitrice. Ouais, ça mérite pas le nom de mère. Ouais. Et le beau-père en a profité pour aller coucher avec la petite. Ou l'inviter dans son lit, un ou l'autre. Mais elle l'aime tellement. Oui. Oui. Alors, candidement, elle nous a fourni la raison pour laquelle son mécanisme de déni, mécanisme de défense inconscient, a joué aussi fort, aussi longtemps et encore maintenant. Mais oui. Parce que il la convoitait sexuellement, mais dans la convoitise sexuelle, il était affectueux. Il était présent. Il était attentif. Les hommes adultes amoureux d'enfants ou d'adolescents, ils sont amoureux. Ils ont souvent des comportements amoureux. Cadeaux, attention, affection. Les grands manipulateurs. Puis cette femme-là, en plus, si vous l'avez manqué en passant sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, c'est le moment du jour. Donc, vous allez pouvoir le réentendre. Et elle a des enfants en plus. Ben, elle les fera pas garder par lui. Elle sait, tu sais, elle sait, là. Mais elle l'aime tellement, encore. Elle sait assez pour pas faire garder ses enfants par lui. C'est le seul être humain qui lui a témoigné à ce point de l'attention et de l'affection. C'est triste. Mais sa motivation était la convoitise sexuelle. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Est-ce que vous faites partie des femmes là, qui étaient la seule à pas savoir que vous étiez cocu? Ça peut naître du déni, ça. Oui, tout le monde te le dit, définitivement. tout le monde te le dit, mais non, tu ne crois pas à ça. Jusqu'au jour, il faut que tu le vois quasiment de tes propres yeux, puis encore là, tu trouves une excuse à ton conjoint. Oui. Ça peut naître une forme, ça, de Ça peut. déni. Exactement. Racontez-nous la fois ou comment vous vous êtes réveillés. Ça serait très intéressant d'en jaser ensemble. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de déni, on parle d'incrédulité, de méfiance, d'indifférence, de culpabilisation, de violence. Bref, nos réactions face à une nouvelle choc. On peut le dire comme ça. Oui. Ça peut aussi être, Doc, tu sais, il y en a que leurs enfants, dans leur tête à eux, là, sont parfaits. Puis là, l'école appelle, puis votre garçon, c'est un intimidateur, madame. Non, ça se peut pas. Mon garçon, il est parfait. Ouais. Ça en est une forme de déni. Là. Exactement. Qui cache quoi? L'incapacité de cette femme-là de regarder son comportement maternel avec son fils et les erreurs importantes qu'elle a fait et qu'elle continue à faire. Si elle se livrait à cet exercice-là, madame deviendrait extrêmement anxieuse, paniquant et dans certains cas, pensant au suicide. Et je n'exagère pas, chers auditeurs. Ou, autre exemple, un couple ou un homme, là, les finances, ça va pas pantoute. Là. Au lieu de régler, au lieu de faire face, là, tu fais comme si de rien n'était. Tu te fermes les yeux, puis tu dépenses encore plus, puis c'est comme si tu voyais pas là, que ça allait arriver. On en voit beaucoup de ça. Là. Oui. C'est du déni encore? Peur de faire face? Oui. Oui. Peur de faire face à quoi? Et ça peut être en réaction à éviter une blessure narcissique. C'est-à-dire de réaliser que peut-être qu'on ne l'a pas au niveau de la gestion. Tu sais, il y a des hommes qui sont incapables de réaliser que la compagne, leur conjointe, est nettement meilleure qu'eux pour gérer le budget
et planifier financièrement la vie de la famille, la vie financière de la famille. Et vice-versa. Alors, celui qui planifie la vie financière de la famille, c'est le plus apte des deux. C'est ni l'homme ni la femme. C'est pas un rôle de genre, ça. Non, il faut laisser tomber l'ego, là. Oui. Humilité et non orgueil. Ouais. L'orgueil peut vous pendre. Je vais lire Oui. un courriel. Allons-y. Je me demande, j'ai vécu une expérience lorsque j'ai eu 13 ans et à 19-20 ans, j'ai réussi à y mettre fin. Mon enseignant de secondaire 1 est tombé en amour avec moi et de façon sporadique, venait me chercher et m'amenait me promener. Puis finalement, nous avions des relations sexuelles, mais jamais complètes. Puisque je n'avais jamais dit non, malgré mon grand inconfort, je pense que j'ai toujours douté de l'avoir encouragé. Donc, j'ai toujours douté que j'ai subi plusieurs agressions sexuelles. Si je n'ai pas clairement dit non, mais ma logique me dit que oui. Donc, est-ce que je suis dans le déni, l'incrédulité ou peureuse d'entreprendre la dénonciation puisque j'ai aujourd'hui 44 ans, mais ça me torpille sans cesse? Madame, vous étiez un enfant, 13 ans. Alors, il vous aura aidé. Aucune des réponses qu'elle a amenées n'est bonne. Elle était une enfant. C'est une agression. Elle était une enfant, oui. Alors, elle n'avait pas à dire non. Elle était une enfant. Alors, le consentement, maintenant, entre un adulte et quelqu'un, c'est en bas de... 16 ans. C'est 16 ans. Madame, avant, c'était 14 ans, par exemple. Dans l'époque auquel elle réfère... Elle avait 13, elle. Elle avait 13. Alors, vous n'étiez pas considéré, sur le plan légal, comme mais étant... il y avait l'autorité, de toute façon. C'était son professeur. En plus. Ben oui. Alors, elle n'était pas apte à dire oui. Son consentement n'avait aucune valeur. Elle était moins de 14 ans. Deuxièmement, position d'autorité. Troisièmement, l'histoire de la famille. Ça peut expliquer. Sa famille à elle. Oui, sa famille à elle, négligée. Alors, tout ce qu'il y a d'abuseur repère les victimes, le plus souvent des filles ou des garçons pour les pédophiles, qui sont négligés par leur famille. Alors, madame, à 13 ans, vous étiez à l'époque en deçà de l'âge légal pour consentir. Deuxièmement, le type avait un pouvoir important sur vous, c'est votre enseignant. C'est pour ça que, écoute, les hommes, là... Puis si on y va dans votre hypothèse que la famille n'était pas très présente, là, pour elle, ça devait même être comme petite fille valorisant d'avoir cette attention-là de la part d'un professeur. Écoute, un cactus, tu y présentes 3 gouttes d'eau. Il va-tu le prendre? Oui, mais l'eau est pas bonne, elle n'est pas bonne à boire, puis elle a trop de ci, puis elle a trop... Le cactus, il a besoin d'eau pour survivre. Tous les abuseurs sont, la plupart que j'ai évalués, ils avaient tous pressenti ça. Que la victime, elle avait besoin de 3 gouttes d'eau. Elle était asséchée. On a une auditrice, elle dit « Hier, je n'ai pas voulu croire à l'affaire Salvaille. J'ai cherché à le défendre toute la journée. J'avais beaucoup d'admiration pour l'homme qu'il est, le travail, tous les efforts qu'il a fait pour parvenir à son succès. Il me faisait rire, j'adorais sa personnalité. Je ne pouvais juste pas y croire. Je ne voulais pas croire qu'il soit finalement comme mon agresseur. J'ai subi de l'abus. Appelez-nous. Oui, ça serait le fun. Ben, ça serait intéressant. Ouais. C'est notre cible, c'est ça, on veut vous entendre. Ouais. Quelle a été votre démarche de changement qui vous a fait passer? Oui, je t'ai interrompu, là. Non, mais c'est important, là. Oui. C'est fort ce qu'elle dit. Puis ça y a pris une journée comprendre ça. C'est quand même fort, là. Oui. Parce que sa démarche d'hier pourrait aider beaucoup de femmes dans la même situation qu'elle. Et elle a dit, comme mon agresseur, je t'ai interrompu, là. Elle dit, je ne voulais pas croire qu'il soit finalement comme mon agresseur. J'ai subi de l'abus dans ma petite enfance d'un cousin et la personnalité que j'admire. Éric Salvaille tombait finalement hier dans le même panier. J'ai compris pourquoi hier je le défendais. Ce matin, je ne l'excuse plus. C'est un beau cheminement, là. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, en dedans d'elle? L'intériorité est une richesse à explorer, à connaître.
il y a eu un cheminement intérieur chez cette personne-là, probablement, uniquement. Je suis pas sûr qu'elle ait confié. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé en elle pour qu'elle arrive, qu'elle fasse la démarche qu'elle a faite? Ouais. On doit, ça va vite. On va à la pause, Doc Mayou. Oui. Et si vous en faites partie de celles, voyez-le au féminin, là, de celles Oui. Oh oui. qui peuvent pas croire à ça encore, là, concernant Éric Salvaille. Celles, ça, je trouve ça quasiment encore pire, qui croient pas Gilbert Rozon, là. Surtout que lui-même s'est incriminé là, dans le passé pour des actes semblables. Qu'est-ce qui vous retient? Essayez juste de nous l'expliquer. Oui. Réservez votre circuit téléphonique, on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle de la notion du déni, de l'incrédulité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui veulent pas croire là, et qui défendent l'indéfendable dans certaines situations? Oui. On va parler avec Daniel qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour. D'abord, juste avant d'entrer de jeu, j'aimerais féliciter là, les gens qui ont dénoncé là, dernièrement les choses qui sont passées là, avec l'ozon. Puis, je veux juste dire félicitations à ces gens-là. Ça prend du courage. Là, puis, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Okay. Puis, deuxièmement, mon sujet, moi, mon point aujourd'hui, c'est que, justement, il y a une couple d'années, mon ex-conjointe, à son travail, faisait mettre des pilules ou quelque chose qui l'endormait là, dans son manger. Vous êtes toujours là? Des collègues qui faisaient Oui, ça? oui, une collègue, pas des collègues, mais une collègue de travail en particulier. Sans être précis, c'est dans quel domaine, ça? C'est dans les, si on veut, là, les institutions financières. OK. Oui, puis mon ex-conjointe, dans ces années-là, avait eu quelques promotions. Puis, ça l'amenait des charges de travail. Nous autres, en premier, on pensait que c'était les charges de travail supplémentaires là, qui amenaient cette fatigue-là et tout. Puis, ça arrivait quelques fois là, que c'est ça, à manger son dîner. Bien souvent, ça mettons que c'était des restants de la veille. Fait que si on veut, moi, je mangeais la même chose. Puis moi, ça m'arrivait pas. Puis elle disait que ça avait un drôle de goût. Puis c'est arrivé quelques fois qu'elle jetait son manger dans les vidanges, là, parce qu'elle disait que ça goûtait pas bon. Mais nous, on savait pas du tout. Là, c'est ça, qu'il y avait une collègue de travail là, qui s'amusait à mettre, sûrement Dr Mayou pourrait savoir, là, quelque chose qui l'endormait beaucoup. Là. La collègue de travail, ça faisait... Alors, Pardon? quelle preuve objective avez-vous de ce que vous avancez? Oui, c'est que à un moment donné, mon ex-conjointe avait changé de sac à lunch, si on veut, pour essayer de... Parce qu'on avait comme peut-être à un moment donné, on avait eu à avoir un doute, là, peut-être quelqu'un, on voulait pas y croire, là. Fait que c'était un petit peu le déni de tout ça, mais là, on était deux dans ce temps-là pour vouloir croire qu'un collègue pouvait faire ça. Puis, jusqu'au moment où une autre tierce personne qui travaillait dans l'institution avait par hasard le même sac à lunch que l'ancien sac à lunch de mon ex-conjoint. Puis qu'elle avait des plus gros problèmes de santé. Mais je veux dire, elle avait des problèmes de santé au départ, cette dame-là. Oui. Daniel, quelle preuve objective? Est-ce que vous avez pris la nourriture puis vous l'avez faite analyser? Oui, il y a eu une enquête suite à ça. Il y a eu une enquête de police? Oui. Ah oui, c'est allé jusqu'en cours. C'est là que je voulais en dire. Oui. Alors, il y a eu une enquête et ils ont découvert quoi comme produit que la personne mettait dans le lunch de votre conjointe? C'était des calmants ou pour s'endormir. Là, je me souviens plus du nom. Ils ont trouvé un médicament? Ils n'ont pas nécessairement... le manger était trop tard pour être analysé, mais l'accusée a avoué? Par elle-même avoué les C'était quoi, genre des Valium? Oui, quelque chose de prescrit là, d'assez fort. Hey, faut-tu être vil, hein? Oui. L'accusé a avoué? Oui, l'accusé a avoué. Elle a même perdu.
ils l'ont poussé à la retraite. Là, mais, c'était une femme ou un homme? C'était une femme. C'était une autre femme qui faisait ça à mon ex-conjointe, oui. Et le déni là-dedans, c'est quoi? C'est votre femme qui est votre ex-conjointe? Un peu. C'est que là-dedans, en plus de ça, c'est que le président de la place avait des aventures avec l'accusé. Fait que ça mettait mon ex-conjointe vraiment dans l'embarras, là. C'est-à-dire, l'accusé avait des liens, avait des relations sexuelles avec le président de la compagnie? Oui, extra-conjugale. Qu'elle soit extra-conjugale ou peu importe, là, il y avait une intimité sexuelle entre l'accusé. L'accusé a écopé de quelle punition en cours? Des travaux communautaires. Vous n'êtes pas sérieux? Oui, monsieur. Il y a combien d'années de ça? Ça fait environ déjà 3 ans. Il y a 3 ans. 3 ans, c'est pas Des long. travaux communautaires pour avoir intoxiqué quelqu'un, pour avoir drogué quelqu'un? Oui, monsieur. Dans quel coin de la tribu ça se passe, ça? Ça, dans l'Outaouais. Dans l'Outaouais. Oui, monsieur. Ouais, si l'histoire que vous nous rapportez est vraie, c'est scandaleux. Oui. Travaux communautaires pour avoir drogué une collègue de travail, si ce que vous rapportez est vrai, c'est outrancièrement scandaleux. Oui, puis ça aurait pu être très dangereux. Parce que voyons, c'est sûr que c'est dangereux. On drogue quelqu'un. Il peut arriver un accident d'auto, elle aurait pu tuer quelqu'un. Justement. Alors, si l'histoire que vous dites est vraie, c'est... Oui. Puis votre conjointe, elle voulait rien faire, c'est ça? Suite à ça, parce que l'accusé a perdu son travail, si on veut, mais était pas mal proche de la retraite, là, fait ça a juste comme aidé, là. Mais suite à ça, moi, je lui ai dit, j'ai beaucoup encouragé mon ex-conjointe à porter plainte au tribunal à un autre niveau. Pour montrer que des choses comme ça, parce que je n'étais vraiment pas satisfait là, des travaux. Non, mais Daniel, est-ce qu'il y a une poursuite au civil? Oui, c'est ça. Bon, il y a une poursuite au civil. Appelez les choses par leur nom. Grouillez un peu, là. C'est ça. Alors, je suis désolé, poursuite au civil? parce que j'ai... Oui, poursuite au civil. Arrêtez d'être désolé puis grouillez. Alors, poursuite au civil, que ça a tourné comment, la poursuite au civil? Ça a fini par un règlement hors cours, parce que nous autres, là, on arrivait... De quel ordre de grandeur? Dites rien. Mettons, 10 000 100 000 Oui, la première réponse est plus proche. Règlement absolument lamentable. Fait que, lamentable, juste à peu près couvrir les frais d'avocat. Alors, vous n'avez rien dit? OK. Ouais, Daniel, merci beaucoup. Si l'histoire est vraie... je vois pas pourquoi elle serait pas vraie, là. Non, si l'histoire est telle que rapportée, c'est lamentable, gênant, odieux. Tu sais, quand on parle là, d'intimidation au travail ou des femmes qui sont pas correctes envers d'autres femmes, c'est pas mal dans le plus bas que j'ai entendu ça. Droguer une collègue pour qu'elle performe moins, c'est sûr. Si c'est vrai, on est dans l'odieux solide. Ouais. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Joanie de Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Bon, vous aviez des doutes, Doc Mayou, concernant notre auditeur Daniel qui racontait que sa conjointe avait été empoisonnée par une de ses collègues. On a une auditrice qui nous a fait parvenir via Facebook la nouvelle du temps de TVA Gatineau, Ottawa. Qui était quand, cette nouvelle? Le 27 janvier 2013. En plein ce que l'auditeur nous a dit. Une employée de la Caisse Desjardins aurait tenté d'empoisonner 2 de ses collègues de travail. Aujourd'hui, au palais de justice de Gatineau, 2 chefs d'accusation d'avoir administré une substance délétère ont été déposés contre la dame de 60 ans. Fait que c'est... Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette 60 ans-là? C'est un beau cas pour vous, ça. Écoute, elle est complètement craquée. Ça serait un beau cas de psychanalyse, alors, sûrement. cher auditeur, j'étais sceptique, j'étais prudent, j'étais sceptique. Confondu. Et je suis confondu. On va aller au téléphone. L'histoire est vraie, telle que rapportée, mais... Étiez-vous dans l'incrédulité? Oui. L'incrédulité. Oui, je dois dire à le dire. Incrédulité. Dans le scepticisme. J'étais un peu sceptique parce qu'on peut nous raconter, on peut nous inventer des histoires et il y a des personnes qui nous appellent qui ont des délires paranoïdes. Mais là, écoute, les faits sont exactement ça.
une employée de Desjardins, 60 ans, qui commence à vouloir empoisonner ses collègues. C'est spécial, Mais c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Est-ce qu'on l'a examiné? Ouais, écoute, Ça serait... Ouais. José, c'est le système de justice escamote son rôle. Dans un cas comme ça, on ne peut pas la remettre en liberté sans savoir pourquoi elle a agi comme ça. Il faut l'examiner comme il faut, parce que ça pourrait être un début de maladie d'Alzheimer. C'est très sérieux. En tout cas, moi, je ne trouverais pas d'excuses, là. C'est quand même... Ah non, c'est odieux. c'est vil. Oui, exact. Puis avant de la remettre en liberté, si on la remet en liberté, c'est important de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé entre ses deux petites oreilles. Il y a une employée qui a dû être transportée à l'hôpital en ambulance après avoir mangé son repas du midi. Voyons. Et l'enquête policière a révélé que tout indique qu'elle a ajouté une substance aux propriétés antipsychotiques au repas de l'employé en question. Alors, c'est pas de la famille des benzodiazépines. Elle a foutu probablement du Seroquel ou un antipsychotique quelconque. Hey, mais attends un peu. José, c'est intéressant, mon hypothèse. Comment se fait-il qu'elle était en possession d'antipsychotiques? Elle devait en prendre elle-même. Ou son conjoint. Ou son enfant. En tout cas, ça a duré, c'est sur une période de 8 mois, toutes ces histoires-là qui sont déroulées d'empoisonnement. Aïe. Hey, ça joue dur à Gatineau? On personnalisera pas, là. Oh, non, mais je veux le dire affectueusement. Parce que votre clinique est pleine en Mauricie, je vous l'ai remarqué. Ben oui. Oui. C'est une façon de parler, de caricaturer. On va aller au téléphone. On va parler avec Joanie qui nous appelle de Québec. Bonjour, Joanie. Bonjour, vous allez bien? Joanie, on vous On écoute. vous écoute. Oui, dans le fond, moi, je veux parler de ma grand-mère. C'est des souvenirs quand j'étais jeune. Mon oncle, en fait, c'est des souvenirs. Il est encore accusé présentement. Le frère à ma mère, dans le fond, la mère à ma mère. Attendez un peu, elle n'est pas trop vite, là. Oui. Et vous me perdez déjà. Oui. Le frère de votre mère, ça, c'est votre oncle? Oui, c'est ça. Mon oncle faisait des abus sexuels puis de la violence conjugale sur ses conjoints. Plusieurs conjoints, plusieurs abus. Oui. Ma grand-mère disait toujours que c'était des folles. Mais il était accusé, il était en prison, mais ma grand-mère disait toujours que c'était la faute des victimes, qu'il était pas correct avec lui, que c'était toutes des folles, que elle disait pas juste ça Joanie, à moi parce que Joanie, j'étais jeune, la vieille, Joanie, juste une parenthèse. Ouais. La vieille a pas compris que même si ces femmes-là étaient des folles, c'était pas une raison pour leur donner une volée. Non. Comprenez-vous? Il était pas, Continuez. j'en ai connu quelques-uns. Même si elle l'avait été. Oui, mais même si elle l'avait été. Même, ça ne justifie aucunement de la violence physique. Continuez. Puis moi, j'étais jeune, puis il en a violé une devant moi. Mais je savais très bien que c'était vrai, mais comment expliquer ça à ma grand-mère à l'âge que j'avais, tu sais? Attendez un peu. Racontez-nous. Vous aviez quel âge? Qu'avez-vous vu? J'avais, mon Dieu, je me souviens pas de l'âge que j'avais parce que ça À peu près. À peu près 6-7 ans. 6-7 ans. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu mon oncle violer sa blonde devant moi avec de la violence conjugale. Qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment obligé à avoir des rapports sexuels, un rapport sexuel complet. Non, mais concrètement, ça s'est passé où? Qu'avez-vous vu? Ça s'est passé chez mes grands-parents. Mes grands-parents n'étaient pas là. Lui, il restait là. Et vous? Oui. Moi, j'étais dans le cadre de porte, là. Je veux dire, j'ai passé devant la chambre, puis j'ai comme figé, puis après ça, je suis repartie dans le salon. Mais je l'ai vu vraiment forcer sa blonde à avoir des rapports sexuels, puis j'entendais les cris là, dans le salon. Là. Bon, mais c'est-à-dire, qu'avez-vous vu? Ben, j'ai vu mon oncle pousser sa blonde sur le lit, puis la forcer des bras, donner des claques au visage, puis elle qui pleurait, qui criait, c'est ça. OK, là, vous nous dites quelque chose. Comme enfant, comment vous avez vécu ça, puis même encore aujourd'hui? Ben, en fait, moi, j'ai eu des abus de cet oncle-là, c'est pas surprenant, là, de 3 ans jusqu'à 10 ans, là. Fait que c'est pas de voir ça qui m'a plus atteint, là, je vous dirais. Là. Maintenant, moi, j'ai porté plainte. J'ai tout fait ce que j'avais à faire pour moi-même. Oui. Je me sens guérie. On n'est jamais complètement guéri, mais je me sens quand même guérie de ça. Mais vous, on vous a cru, c'est ça que ça veut dire? Ben, en fait, on m'a cru à l'âge de 30 ans. Parce que avant ça, j'attendais le décès de mes grands-parents. Parce que je savais pertinemment que ma grand-mère et mon grand-père allaient pas me croire parce qu'ils croyaient pas les femmes non plus qui étaient victimes de lui
Donc, je savais que mes grands-parents allaient pas me croire. Je voulais pas faire de peine parce que je les aimais inconditionnellement, mes grands-parents. Joanie, Je voulais pas leur faire de peine. Joanie, Oui. qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Ouais. Je J'en les ai parlé aimais. à ma mère une fois, à 17 ans, elle me dit, parle-moi plus jamais de ça. Bon, Donc, là, on vient de jaser. Ça me dit, ouais. Là, on vient de jaser. Alors, vous êtes en train de nous dire, c'est clair, que vous aimiez inconditionnellement vos grands-parents parce que vous étiez rejeté par votre génitrice. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Mais sachant même qu'ils fermaient les yeux sur les agissements de leur fils. Mais oui. Ouais. Et toute la famille est au courant depuis très longtemps des deux côtés. Et personne n'a jamais parlé, personne n'a jamais rien dit. Personne n'a essayé. Vous savez, Joanie... Ma mère me faisait garder par lui en sachant qu'est-ce qui se passait. là. Ouais. Ouais. Joanie... C'est mon père qui est venu nous chercher à la course parce que c'est ça. Ouais. Se passait. Il a su que c'était lui qui gardait. Donc, il est venu nous chercher. Mes parents étaient séparés depuis longtemps. Là. Ouais. Il est venu nous chercher. Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit dans la maison. Là. Nous autres, on est sortis. Mais c'est ça. Dans le fond, il est venu nous chercher cette fois-là. Une fois, entre autres, que je me rappelle qu'il est venu nous chercher parce qu'il savait que c'était lui qui gardait. Mais moi, je me souvenais pas de ça. Relation actuelle avec votre génitrice, Joanie? Présentement, ma mère, elle a des problèmes d'alcool. Là. Je veux dire, ça a jamais été facile. Là. Présentement, j'y ai pardonné. Ce côté-là, j'y ai pardonné. Le côté alcool, présentement, ça joue plus sur ma vie parce qu'elle n'a plus le droit de m'appeler si elle a consommé. Joanie. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? J'ai pardonné à ma génitrice. J'y en veux pas. Profondément, j'y en veux pas pour ça. Là. Est-ce que vous lui amenez vos enfants? Elle vient les voir à la maison chez moi. Est-ce que vous la faites garder chez vous, vos enfants? Non. Non, c'est pas pire. C'est pas pire. On a fait des petits bouts. Comment on explique ça? Comment on explique ça qu'une mère offre en pâture sa propre fille? Je sais pas. Je suis très sérieuse, Doc, et je suis très sérieuse, Joanie. Ouais. Comment vous faites pour pardonner? Je sais pas. J'ai le pardon facile, sûrement. Joanie, oui. Affectueusement dit, n'est-ce pas exact que vous avez un petit côté bonasse? Oh oui, très. Que vous avez hérité de? Mon papa. Ouais, papa est un petit peu bonasse. Mais oui, puis je le dis affectueusement. Vous êtes fine d'avoir appelé. Parce que c'est ça, on voulait avoir des témoignages de personnes comme vous. Puis maintenant, vous dites, vous lui avez pardonné. Mm-hmm. Non. Parce que vous ne lui faites pas garder vos enfants. Est-ce qu'elle vous a demandé... Mais c'est à cause de son problème d'alcool. OK. OK. Ouais. Lorsqu'elle est à jeun, est-ce que vous lui faites garder vos enfants? Si elle vient à ma maison, à moi, qui est à 2 heures de route de chez elle, qu'elle n'a pas consommé d'alcool, puis qu'il n'y en a pas dans la maison, je peux la faire garder genre une après-midi, là. Pas un dodo, pas une journée, une après-midi, mettons, pour être certaine qu'il n'y a pas de consommation. Non, tantôt vous aviez dit non. Mais... Il n'y a pas d'alcool de consommer, ouais. Mais c'est pas longtemps. C'est juste pour quelques commissions, là. Et votre conjoint pense quoi de... Il est d'accord avec moi. Oui, mais il pense quoi du fait que vous lui avez pardonné le fait qu'elle vous envoyait chez votre oncle vous faire abuser sexuellement? En fait, il m'a jamais vraiment donné son opinion claire, sauf qu'il veut que je mette mes limites, là. Lui, avez-vous dit que votre génitrice vous envoyait chez votre oncle, sachant qu'il l'abuserait de vous? Oui. Et il a réagi comment la première fois que vous lui avez dit ça? Pas très bien, mais il y a plein d'autres choses qu'elle a faites aussi, donc ça venait juste comme ajouter par-dessus toutes les autres affaires, là. Que vous avez pardonné aussi. Alors, votre conjoint a un petit côté bonasse lui aussi? Oui. Bon. Il y a des qualités. Il respecte ma décision. Oui. Ben, écoutez, votre décision, entre nous deux, là, est difficile à respecter. Okay? Ouais. Et je vous incite à être beaucoup plus prudente que vous ne l'êtes. Elle est rendue à quel âge, la génitrice, là? Elle va avoir 60 bientôt. On va y faire attention, hein? Oui. Parce que là, j'entends des petits-enfants en arrière-fond. Ils ont quel âge, vos petits?
1 an, 2 ans. Ah! 1 an et demi, 2 ans et demi, à peu près. Ouais. Alors, la plus grande prudence lorsqu'ils vont avoir 5-6 ans. Ah OK? oui. Parce qu'elle va être rendue à 65, 68. Ouais, et ouais, ouais. elle pourrait fréquenter quelqu'un et l'amener à abuser de vos enfants. Son conjoint n'a pas le droit de venir à la maison. Pourquoi? Parce que lui a un plus grave problème d'alcool. Puis je veux pas que mes enfants voient qu'est-ce que moi j'ai vu, donc... OK, c'est pas pire. C'est pas pire. On lâche pas. Merci. Ouais. OK. Beaucoup, Joanie. Bonne journée. Au revoir. On va de l'avant. Moi, On progresse. Ça me bouleverse, moi, des histoires comme ça. Le besoin d'amour à ce point-là de la mère. Oui, mais Tendu des affaires indéfendables. toi, là, t'as jamais été un cactus dans un désert où il fait 46. OK? Puis il y a 3 gouttes d'eau qui s'amènent. Mais vu de l'extérieur, là, c'est dur à comprendre. Non, faut Ta être mère un cactus. t'offre en pâture, Oui, mais puis tu y pardonnes. Puis là, elle nous a pas compté tout le reste, là. un cactus assoiffé, 3 gouttes d'eau. Puis il peut pas y avoir d'autres sources d'eau? Écoute, à 42, Des là... plus adéquates? Oui, mais... Tu sais, il n'y a t'es pas ch- juste une Non. sorte d'eau, là. Non, il y a ces 3 gouttes-là. Elle n'aurait Sont- pas pu prendre une autre femme substitut, comme vous dites? Non. Les mères abusives isolent leurs filles. Les mères abusives, presque toutes celles que j'ai évaluées, rencontrées dans ma carrière, isolent leurs filles. Pas de petites amies à la maison. Elles ne vont pas chez les petites amies. C'est une constante. C'est ce qui complète notre émission. Merci vraiment tout le monde de votre participation. Par écrit, en personne, au téléphone. On vous invite encore une fois à aller remplir notre grand sondage sur les Québécois à la famille, sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, ou encore nous texter le mot sondage au 25226. Alex, merci. Olivier, merci. Doc Mayou, merci. Et José, oui, du beau travail. à demain. Bye bye.